tout le monde. Bonjour aux gens de Québec. Mon nom, c'est Cindy Gosselin. Je suis conseillère dans le cadre du programme de liaison autochtone à Statistique Canada. Euh, la façon qu'on va procéder, je vais vous présenter très brièvement le programme autochtone, les activités, les objectifs. Ensuite, je vais vous présenter les données de l'enquête nationale auprès des ménages. Et puis ensuite, mon collègue va vous présenter les données de l'enquête auprès des peuples autochtones de 2012. Donc, le programme de liaison autochtone est un programme national. C'est donc dire qu'on a des conseillers pour chacune des provinces et chacun des territoires au Canada. Euh, Ici, c'est ce qu'on appelle la région de l'Est. Donc, ça couvre le Québec et les provinces de l'Atlantique. Nous sommes deux conseillères du programme autochtone à Montréal qui couvront le Québec. Et ensuite, on a une conseillère à Fredericton qui s'occupe des 4 provinces de l'Atlantique. Vous avez des kits d'information. Pour les gens de Québec, on pourra vous envoyer, je pense que vous aurez accès aux présentations PowerPoint, mais on vous enverra les autres documents là, sur le programme de liaison autochtone, entre autres, par courriel. Donc, le programme de liaison autochtone, vous avez la feuille dans votre kit. On se veut un pont entre les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, les organismes autochtones et Statistique Canada. Donc, quelques-uns des objectifs du programme, entre autres, promouvoir l'utilisation des sources de données à Statistique Canada pour la prise de décision et les activités de planification dans les communautés autochtones, bâtir la capacité statistique des Autochtones et des organisations qui les représentent, et assurer la liaison entre les communautés et organismes autochtones et Statistique Canada lors de la tenue d'enquêtes statistiques ou autres initiatives importantes. D'ailleurs, un des facteurs qui a motivé la mise en place du programme autochtone, c'est que historiquement, il y avait plusieurs communautés à travers le pays qui refusaient de participer au recensement. On sait que le recensement, c'est obligatoire, sauf que de la façon qu'on procède avec les communautés autochtones, c'est qu'on va envoyer une lettre à peu près dans l'année là, qui précède le recensement pour leur demander la permission d'entrer sur leur territoire pour mener le recensement. Si le chef nous dit non, on veut pas que vous rentriez, mais on y va pas. Donc, on avait une importante partie de notre travail, c'est donc de collaborer avec les Autochtones, avec les communautés autochtones pour s'assurer qu'ils participent au recensement. Ça a quand même bien fonctionné. Le programme a été mis en place dans le début des années 2000, fin années 90. En 1996, on avait 77 communautés dans l'ensemble du pays qui avaient refusé de participer au recensement. Ça représentait 50 000 personnes à l'échelle nationale. Dans l'Ouest, on parlait de 31 communautés qui n'avaient pas participé, tandis qu'en 2011, on a 36 communautés, sauf que sur les 36, il y en a 13 que c'est à cause des feux de forêt qu'il y avait dans le nord de l'Ontario. Donc, ces gens-là ont été dénombrés quelques mois après le recensement. Au Québec, donc finalement, on se retrouve avec 23 communautés qui n'ont pas participé en 2011. En 96, on avait 77. Cinq ont participé au recensement. Oui. D'accord. Au Québec, on parle de 7 communautés, donc les communautés Mohawk qui ne participent pas depuis 1971, je crois. Donc, Akwesasne, Doncaster, Kanawagé, Kanesatake. Ensuite, Lac-Rapide et Wendake. C'était des refus. On avait Incipit qui avait un taux de non-réponse qui était trop élevé. Là. Je pense que c'était aux alentours de 55%. Donc, on n'a pas été en mesure de publier leurs données. En ce qui concerne les activités du programme, ben, on offre des présentations et des sessions d'information comme celle d'aujourd'hui. Ça va être offert à travers le pays. Il va y avoir plusieurs présentations. Ouvert au public, mais évidemment, on cible un peu plus les organismes autochtones pour participer. On offre aussi des consultations spécialisées en réponse aux demandes de renseignements et requêtes de données statistiques qui sont souvent gratuites pour les organismes autochtones. Je vais y aller tout de suite avec la présentation sur les résultats de l'enquête nationale auprès des ménages. On va regarder surtout les données autochtones, évidemment. Donc, des groupes diversifiés.
Je vais juste revenir. Donc, il va y avoir deux parties à cette présentation. En premier lieu, on va vous présenter les tailles de la population autochtone en entier et individuellement pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi que leur distribution d'un bout à l'autre du pays. En deuxième lieu, nous allons vous présenter les résultats pour certaines données collectées dans l'ENM, en se concentrant surtout sur les données du Québec. L'enquête fournit aussi d'autres données sur des sujets comme les caractéristiques de la famille, la mobilité, l'immigration et la diversité ethnoculturelle, la langue parlée au travail, la profession, le secteur industriel, le déplacement domicile-travail, le faible revenu, l'accession à la propriété et les coûts d'habitation. N'hésitez pas à me poser des questions tout au long de la présentation ou à la fin, comme vous voulez. Donc, les données de l'enquête nationale auprès des ménages révèlent qu'au Canada, 1,4 million de personnes avaient une identité autochtone en 2011, soit 4,3 % de la population. Les Autochtones représentaient 3,8 % de la population en 2006 et 3,3 lors du recensement de 2001, 2,8 au recensement de 1996. Au Québec, on parle de 141 915 personnes qui représentent 1,8 % de la population. Dans le présent diaporama, comme pour le reste de la présentation, le terme identité autochtone désigne les personnes ayant déclaré être autochtones, c'est-à-dire Premières Nations, Indiens de l'Amérique du Nord, Métis ou Inuits, et ou ayant déclaré être un Indien inscrit ou des traités, c'est-à-dire des personnes qui sont inscrites en vertu de la loi sur les Indiens du Canada, et ou ayant déclaré être membres d'une Première Nation ou bande indienne. Donc, au Canada, la population autochtone est diversifiée. En plus des Métis et de la population inuit, il y a plus de 600 Premières Nations ou bandes indiennes au Canada et plus de 60 langues dénombrées. En 2011, au Canada, plus de 851 000 personnes ont déclaré être des Premières Nations identité unique, soit 6 personnes sur 10. De ceux qui ont déclaré être des Premières Nations identité unique, 637 000 ont déclaré être des Premières Nations avec un statut d'Indiens inscrits et 214 000 ont déclaré être des Premières Nations qui n'avaient pas de statut indien. Plus de 451 000 personnes ont déclaré être métis, identité unique, soit environ un tiers de la population autochtone. Et moins de 5 %, soit 59 000 personnes environ, ont déclaré être inuit, identité unique. Les répondants pouvaient déclarer plus d'une identité en 2011 et plus de 11 000 personnes ont déclaré des identités autochtones multiples, soit moins d'1 %. De plus, 26 000 personnes, environ 1,9 %, ont déclaré avoir le statut d'Indien inscrit et ou être membre d'une nation indienne, d'une Première Nation ou d'une bande indienne sans déclarer être autochtone. Donc, c'est ce qu'on appelle les identités non incluses ailleurs. Donc, maintenant, les données pour le Québec. On a 82 425 personnes qui ont déclaré être des Premières Nations identité unique. C'est environ 58 % de la population. De ceux qui ont déclaré être Premières Nations identité unique, 37 % ont déclaré être des Premières Nations avec un statut et 21 % sans statut. Plus de 40 960 personnes ont déclaré être métis, identité unique, soit environ le tiers de la population. Environ 8,9 ont déclaré être inuit, c'est 12 570 personnes. Environ 1550 personnes ont déclaré des identités multiples, donc environ 1 %, et 4410 personnes, 3,1 %, ont déclaré avoir le statut d'Indien inscrit ou être membre d'une Première Nation ou d'une bande indienne sans déclarer être autochtone. Donc, les 9 prochains tableaux environ vont être plus des données nationales, et puis la deuxième partie de la présentation va être plus des données pour le Québec. Donc, la population autochtone s'est accrue de 20 % environ en 2006 et 2011, comparativement à une croissance de 5,2 % pour la population non autochtone. C'est donc une croissance qui est 4 fois plus forte que celle de la population non autochtone. Le nombre de Premières Nations a progressé de 22,9 % ou près de 150 000 personnes. Vous avez les roues dans vos kits
d'informations qui vous donne la population, puis l'augmentation, puis la variation aussi en 2006 et 2011 pour le Canada, les provinces et puis certaines villes aussi au Canada. Puis pour les gens qui sont à Québec, on pourra peut-être vous en envoyer. On a beaucoup au bureau, là, ces roues-là. Donc, on pourrait en envoyer par la poste si ça vous intéresse. Donc, le nombre de Premières Nations avec un statut d'Indien, donc Indien avec statut, a augmenté de 13,7 % ou d'un peu plus de 75 000 personnes. Alors que le nombre de personnes de Premières Nations n'ayant pas le statut d'Indien inscrit s'est accru de 61,3 %, à peu près 81 000 personnes. C'est donc le groupe qui a connu la plus forte croissance. Le nombre de métis a augmenté de 16,3 %, donc un peu plus de 63 000 personnes, et le nombre d'Inuits a augmenté de 18,1 %, donc environ 9 000 personnes. Donc, l'Ontario, c'est la province où vivait le plus grand nombre d'Autochtones, à savoir 21,5 % de la population totale. De plus, 16,6 % de l'ensemble de la population autochtone vivait en Colombie-Britannique, 15,8 % en Alberta, 14 % au Manitoba, 11,3 % en Saskatchewan. De plus, 10,1 % des Autochtones vivaient au Québec et un autre 6,7 % vivaient dans les provinces de l'Atlantique. Toutefois, les Autochtones formaient la part la plus importante de la population de deux des trois territoires, soit le Nunavut et les territoires du Nord-Ouest. Ils représentaient 86,3 % de la population totale du Nunavut et 51,9 % de celle des territoires du Nord-Ouest. En 2011, l'Ontario était également la province où vivait le plus grand nombre des Premières Nations, suivi de la Colombie-Britannique, des trois provinces des Prairies et du Québec. Le plus grand nombre d'Inuits vivait au Nunavut, suivi du Québec, surtout au Nunavik. Donc, 4 sur 5, 81 % des Premières Nations vivent en Ontario et dans les provinces de l'Ouest. 23,6 % des Premières Nations vivaient en Ontario, 18,2 % en Colombie-Britannique, 13,7 % en Alberta. Les Premières Nations formaient 32,7 % de la population totale des territoires du Nord-Ouest, 19,8 % de celle du Yukon, 10,2 % de celle de la Saskatchewan et 9,7 % de celle de la population totale du Manitoba. En 2011, des 637 660 Premières Nations qui ont déclaré être des Indiens inscrits, près de la moitié, 49,3 %, vivaient dans une réserve indienne ou un établissement indien. Cette proportion variait à la grandeur du pays. Par exemple, au Québec, 72 % des Premières Nations ayant le statut d'Indien inscrit vivaient dans les réserves, la plus forte proportion parmi les provinces, et la plus faible se trouvait à Terre-Neuve et Labrador avec 35,1 %. Donc, l'autre moitié, donc 323 290 des Premières Nations ayant le statut d'Indien inscrit, ne vivaient pas dans une réserve. Ce graphique montre les régions métropolitaines de recensement comptant les plus fortes populations des Premières Nations. Vancouver était la plus forte avec 31 675, suivi de Winnipeg, 30 420, Edmonton, 26 950 et Toronto. Ah, excusez. Donc, à Montréal, en 2011, on comptait 14 750 personnes qui ont déclaré une identité autochtone, dont 10 540 autochtones non statués. Ils représentent donc les non statués 71 % de la population autochtone de Montréal. En 2011, 21,4 % des Métis vivaient en Alberta, 19 % vivaient en Ontario, 17,4 % vivaient au Manitoba. Cependant, les Métis comptaient pour 8 % de la population totale des territoires du Nord-Ouest, 6,7 % de la population du Manitoba et 5,2 % de la population du Saskatchewan. Donc, en 2011, un peu plus de 46 000 Métis vivaient à Winnipeg, près de 32 000 à Edmonton et presque 18 000 vivaient à Vancouver. Montréal, 8 840.
Maintenant, pour la population inuit. Selon l'ENM de 2011, près des 3/4 des Inuits au Canada, soit 43 460, vivaient dans l'Inuit Nunangat. Donc, l'Inuit Nunangat, qui est anciennement l'Inuit Nunat, s'étend du Labrador jusqu'au territoire du Nord-Ouest et comprend 4 régions. Donc, dans l'Est, le Nunatiavut, au Québec, le Nunavik, ensuite, à l'ouest du Québec, le Nunavut et la région Inuvialuit des territoires du Nord-Ouest. Environ 16 000 Inuits vivaient à l'extérieur de l'Inuit Nunangat. Le Nunatiavut, dans le nord du Labrador, comptait 2325 Inuits, soit 3,9% de la population inuit totale au Canada. Les Inuits représentaient 89% de la population totale du Nunatiavut. Au Nunavik, donc au Québec, il y avait 10 750 Inuits, ce qui représente 18,1% de la population inuit totale. Les Inuits vivant au Nunavik représentaient 89,1% de l'ensemble de la population de cette région. On comptait ensuite 27 070 Inuits au Nunavut, qui comprend la plus grande masse terrestre et la plus forte population inuit de l'Inuit Nunangat. Les Inuits vivant au Nunavut formaient près de la moitié, donc 45,5%, de l'ensemble de la population inuit au Canada. La région Inuvialuit, dans les territoires du Nord-Ouest, comptait 3310 Inuits, soit 5,6% de la population inuit totale. Les Inuits vivant dans la région Inuvialuit représentent 57,6% de l'ensemble de la population de cette région. Environ 16 000 Inuits vivent à l'extérieur de l'Inuit Nunangat. Les régions métropolitaines de recensement où les Inuits sont les plus nombreux étaient Edmonton avec 1115 personnes. Non, c'est encore la même. Edmonton, donc oui, Montréal, 900 personnes. Ottawa-Gatineau, partie Ontario, 735 personnes. Et Yellowknife, 735 personnes également. Donc, maintenant, on va regarder des caractéristiques particulières pour le Québec, surtout. Il y a aussi il y a quelques diaporamas sur le Canada aussi. Donc, ce graphique nous indique que la population autochtone est plus jeune que la population non autochtone. On remarque qu'il y a une plus grande proportion d'enfants âgés de 14 ans et moins et de jeunes âgés de 15 à 24 ans au sein de la population autochtone par rapport à la population non autochtone. À l'opposé, on constate qu'il y a relativement moins d'adultes et de personnes âgées dans la population autochtone comparativement à la population non autochtone. Par exemple, les enfants de 14 ans et moins représentaient près du quart de la population autochtone en 2011, comparativement à près de 16% pour la population non autochtone. Donc, en plus de la répartition selon l'âge, on peut également utiliser l'âge médian pour déterminer si une population d'un groupe spécifique est plus jeune qu'un autre groupe. En 2011, au Québec, l'âge médian de la population autochtone s'établissait à 33 ans, soit 8 ans de moins que la médiane de 41 ans chez la population non autochtone. Parmi les 3 groupes autochtones, ce sont les Inuits qui étaient les plus jeunes avec un âge médian de 21 ans. Et puis, l'âge médian des Premières Nations était de 31 ans, celui des Métis de 39 ans. En 2011, la situation des enfants autochtones âgés de 14 ans et moins dans les ménages au Québec était plus variée que celle des enfants non autochtones du même groupe d'âge. Les enfants autochtones étaient plus susceptibles de vivre dans une famille avec un seul parent, ainsi que d'être des enfants par alliance, des petits-enfants vivant avec leurs grands-parents sans la présence des adultes de leurs parents, des enfants en famille d'accueil ou des enfants vivant avec d'autres personnes apparentées. Par contre, autant pour les enfants autochtones que non autochtones, la plus grande proportion d'entre eux vivaient dans une famille avec les 2 parents biologiques ou adoptifs. Environ 57% des enfants autochtones vivaient dans ce genre de famille, comparativement à environ 73% pour les enfants non autochtones. Avec les données de 2011, c'est la première fois qu'on a eu de l'information sur les enfants en famille d'accueil. Donc, les résultats de l'ENM ont révélé que 2,7%, donc environ 900 enfants, des enfants âgés de moins de 14 ans vivaient dans une famille d'accueil.
Donc, d'après l'enquête nationale auprès des ménages de 2011, près de 40... Ah, je suis pas au même. J'ai changé 2 fois, dans le fond. Okay. Donc, d'après l'ENM de 2011, environ 46 000 Autochtones au Québec ont répondu qu'ils pouvaient soutenir une conversation dans une langue autochtone, ce qui représente environ un Autochtone sur 3. C'est relativement plus élevé que pour le reste du pays, où environ 17,2% des Autochtones peuvent soutenir une conversation dans la langue autochtone. De 2006 à 2011, la proportion d'Autochtones qui pouvaient soutenir une conversation dans une langue autochtone a diminué de 39% à 32%. On peut peut-être expliquer ce phénomène par le fait que la population du Québec a varié de 31% entre 2006 et 2011, donc plus élevé en 2011. Mais les Autochtones non statués forment une importante part de cette augmentation. Donc, on peut supposer que c'est beaucoup des Autochtones hors réserve qui causent cette variation-là. Donc, les gens qui vivent hors réserve souvent ne parleront ou parlent moins la langue. Oui, une question? Non? Ah, OK. Je croyais que quelqu'un... Regardons la scolarité maintenant. Donc, au Québec, plus de la moitié des Premières Nations avaient un titre d'études postsecondaires en 2011. C'est donc dire que 22,6% d'entre eux détenaient un certificat d'une école de métier, 16,2% un diplôme d'études collégiales, 4,1% un certificat ou diplôme universitaire inférieur au bac et 8,9% un grade universitaire. 16,9% ont obtenu leur diplôme d'études secondaires, mais ont arrêté à ce niveau-là. Et puis 31,3% n'ont aucun diplôme. Pour ce qui est des métis au Québec, c'est près de 60% qui avaient un titre d'études postsecondaires en 2011. 17,6% avaient terminé leur études secondaires, mais avaient arrêté à ce niveau. Et puis 23% n'avaient aucun diplôme. Et puis chez les Inuits... Comparé avec la population non autochtone? Oui, ça s'en vient. Oui. Donc, chez les Inuits, ce sont moins du tiers de la population qui avait un diplôme d'études postsecondaires. 17,1% ont obtenu leur diplôme d'études secondaires sans aller plus loin, et puis 55,8% n'ont aucun diplôme. Regardons maintenant la population non autochtone. Donc, on constate que c'est environ le 2 tiers de la population qui détient un certificat, diplôme ou grade postsecondaire. Seulement 14,5% de la population non autochtone ne possède aucun diplôme. Chez les Premières Nations, c'était 31,3%, puis chez les Inuits, c'était 55,8%. C'est aussi au niveau des certificats ou diplômes universitaires qu'on note le plus de différence entre les Autochtones et les non-Autochtones. Donc, chez les Autochtones, ce sont 28,7% des individus qui ont au moins un certificat ou diplôme inférieur au bac. Donc, là, le 5,2 plus le 23,5. Par contre, ce chiffre tombe à 13% chez les Premières Nations et puis 4,3% chez les Inuits. Donc, on a un tableau ici qui porte uniquement sur les Inuits. C'est un portrait national, là, c'est pour le Canada. Selon l'ENM, à l'échelle nationale, 58,6% des Inuits âgés de 25 à 64 ans avaient un emploi. Cependant, ce taux montait à 73,4% pour les Inuits qui avaient des études postsecondaires de n'importe quel grade. Les études postsecondaires contribuent à la diminution de l'écart entre les taux d'emploi des Inuits et celui des non-autochtones. Il y a une différence de 17,2 points de pourcentage pour les populations totales. Donc, si on regarde le 75,8 et le 58,6 en haut. Tandis qu'il y a une différence de seulement 7,3 points de pointage pour ceux qui ont 25 à 64 ans et qui ont des études secondaires. Donc, 80,8 pour la population non autochtone et puis 73,4 pour les Inuits. Si on regarde pour le Québec maintenant, donc pour le Nunavik, les Inuits âgés entre 25 et 64 ans ayant un titre d'études postsecondaires
ont un taux d'emploi à peu près identique à celui de la population autochtone. Donc, non-autochtone, 80,7, puis Inuit du Québec, 79,4. Évidemment, là, on compare les Inuits du... je veux dire, le 79,4 s'applique aux Inuits du Québec, tandis que le 80,7 s'applique aux Inuits du Canada, mais on peut quand même comparer. Donc, pour revenir juste au Québec, le taux d'emploi des Autochtones âgés de 25 à 64 ans qui n'avaient pas terminé leurs études secondaires était de 48,6 comparé à 73,3 pour ceux qui avaient au minimum terminé leurs études secondaires. Encore une fois, l'achèvement des études secondaires contribue à la diminution de l'écart entre les taux d'emploi de la population autochtone et celui de la population non autochtone. Parmi les Premières Nations âgées de 25 à 64 ans, par exemple, le taux d'emploi a augmenté à 73,5 pour ceux qui avaient au minimum terminé leurs études secondaires. Dans tous les cas, le taux d'emploi des Autochtones âgés de 25 à 64 ans qui avaient au minimum terminé leurs études secondaires était équivalent à plus ou moins 5 de celui des non-autochtones. Donc, le revenu médian maintenant pour les personnes ayant un revenu. Encore une fois pour le Québec. Le revenu médian est le montant qui sépare la répartition du revenu en deux groupes. Donc, la moitié des personnes ayant un revenu supérieur et l'autre ayant un revenu inférieur à ce montant. Donc, on regarde, ici c'est 2010 parce qu'on regarde le revenu de l'année 2010. Là. Ça a été fait en 2011, mais on regardait l'année précédente. Le revenu médian le plus faible, c'est celui des Inuits, suivi de celui des Premières Nations qui se rapproche de celui du total pour la population autochtone. Elle vient après celui des Métis et tous sont plus faibles que le revenu médian des non-autochtones. Maintenant, à l'échelle nationale, le revenu médian le plus faible, c'est celui des Premières Nations, suivi de celui pour les Inuits, qui se rapproche de celui pour le total de la population autochtone. Vient après celui des Métis et ils sont tous plus faibles que le revenu médian des non-autochtones, encore une fois. À noter que la disparité des revenus médians après impôt est plus notable dans les territoires suivis des provinces des prairies. Dans les provinces de l'Atlantique et au Québec, les disparités sont moins évidentes. Ici, mais sans surprise, le revenu total médian augmente selon le niveau d'études postsecondaires. L'écart entre le revenu des Premières Nations, des Métis et des Inuits et celui de la population autochtone diminue avec l'achèvement des études postsecondaires. C'est un peu étonnant ici. On voit que le revenu des Inuits est en fait plus élevé. Mais encore, c'est que premièrement, la vaste majorité des Inuits n'ont pas de diplôme d'études secondaires et puis les salaires sont beaucoup plus élevés dans le Nord. Mais aussi, l'autre chose à regarder, c'est que dans ce cas-ci, c'est les 25 à 54 ans, tandis que tantôt, on regardait les 15 ans et plus. Donc, c'est ce qui fait la différence, là. Ce sont essentiellement des personnes en âge de travailler ici. Donc, en 2011, les Premières Nations vivant dans les réserves étaient presque 5 fois plus susceptibles que les non-autochtones d'habiter un logement requérant des réparations majeures. La situation était pire pour les Inuits vivant dans l'Inuit Nunangat, avec un taux de 38,7 des logements requérant des réparations majeures. En 2011, près de 4 Inuits sur 10 qui vivaient dans l'Inuit Nunangat vivaient dans des logements surpeuplés, c'est-à-dire avec plus d'une personne par pièce. Plus d'un quart des Premières Nations vivant dans les réserves vivaient dans des logements surpeuplés. Moins de Métis vivaient dans les logements surpeuplés, par contre, relativement à la population non autochtone. Oui. Réparation majeure, André pourrait peut-être... ce sont des logements qui ont besoin de rénovation. Là, on parle de quel
exemple, qualité d'air, ou Mm. on parle plus en termes Infrastructure, je crois, oui. C'est une question assez subjective, c'est certain. Même c'est une des critiques qu'on a souvent à propos de la question. C'est parce que les personnes vivant dans des communautés où les maisons sont dans un état semblable pour tout le monde a moins tendance à vouloir rénover nécessairement leur maison. Alors, c'est très subjectif, faut l'avouer. Mais c'est toujours une question à savoir, on pose la question au répondant. Si vous vous référez au questionnaire du recensement ou de l'ANM, c'est-à-dire, vous allez voir comment la question est posée. Mais essentiellement, ça demande aux répondants si, d'après eux, le logement est en besoin de réparation. Mais en fait, c'est ça, ça mettait fin à la partie sur l'enquête nationale auprès des ménages. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous pouvez toujours communiquer avec moi ou ma collègue en ce qui concerne le Québec, en tout cas. Nos coordonnées sont à la fin de la présentation. Vous trouverez aussi... Et je n'ai pas entendu votre nom comme il faut au début. Cindy Gosselin. C'est vous, ça, Cindy Gosselin? Oui, c'est ça, je suis là. Okay. Ou Louis. Oui, ça marche, ok. Tu as donné l'âge médian tout à l'heure pour, voyons, les populations inscrites. Vous aviez donné l'âge médian pour les Premières Nations, mais j'aurais aimé ça savoir si vous aviez l'âge médian pour les populations inscrites. OK, juste inscrite. On l'aurait, je ne l'ai pas là. Ah, OK, c'est beau. Si vous l'aviez eu là, ça aurait été intéressant, mais c'est beau, merci. On peut vous dire tout de suite que c'est plus jeune. La population inscrite est plus jeune, oui. Parce qu'elle est plus sur réserve. Sur réserve, on trouve une population, l'âge médian est plus jeune. OK. Oui. Le microphone derrière toi? Mais c'est ça, si vous me laissez vos coordonnées, je peux vous l'envoyer, l'information. Okay. Mais on va demander le fichier. La question des Mohawks et des Hurons, on a l'impression que là, c'est récurrent. Oui, depuis 71 pour les Mohawks. Depuis un certain temps. Les Mohawks, ça fait longtemps. Les Hurons, c'est récent. Mais on comprend que quand on travaille sur les données du Québec, c'est les seules populations autochtones qui vivent proches de gros centres urbains. Alors, c'est vraiment un trou énorme pour les chercheurs. Et là, ce qu'on entend, c'est quelque chose comme, on leur envoie une lettre, puis, est-ce qu'il y a des moyens qui sont pris pour essayer de discuter avec eux, quelles seraient les conditions qui pourraient permettre que le recensement se fasse dans les communautés? Quelques collaborations avec, entre autres, avec les Mohawks. On a offert, c'est quelque chose qui ne s'offre plus malheureusement, mais on a offert plusieurs formations aussi statistiques chez les Mohawks. C'est sûr que, on espère avec tout ça que ça va mener éventuellement à ce qu'ils participent. Là. En ce qui concerne 2016, je ne sais pas encore quel est le statut de leur... Effectivement, le programme de liaison était une porte d'ouverture pour beaucoup d'autres réserves au Canada. Alors, la situation s'est améliorée progressivement d'un recensement à l'autre. On fait toujours des efforts avec les organismes nationaux autochtones afin de convaincre les groupes en particulier de voir l'importance d'avoir des données, puis l'utilité pour eux aussi. C'est certain que effectivement, c'est un trou dans nos données. Les populations autochtones sur réserve, c'est la seule exception au recensement où on n'oblige pas les personnes de remplir le recensement. C'est même particulier au monde, parce que même aux États-Unis, cette exception n'existe pas. C'est seulement au Canada où je dirais que c'est un signe de vouloir respecter le territoire qui a été négocié avec le gouvernement fédéral, de dire, vous avez le droit de dire oui ou non si on peut y aller. Mais c'est vraiment, je ressouligne, dans le cas de Wendake, c'est récent. Dans le cas des Mohawks, ça fait longtemps. Dans le cas de Wendake, c'est récent. Puis comme l'Association des Premières Nations est à Wendake, il y a vraiment des gens de plusieurs nations qui demeurent sur le territoire de Wendake, entre autres. Donc, c'est vraiment problématique. C'est peut-être aussi le centre de gouvernance
Oui, alors, quand je parlais de l'enquête auprès des peuples autochtones, ils ont une composante qui se fait sur réserve. Alors, pour eux, peut-être qu'ils vont plus de succès que nous à avoir des réponses ou des questions et Oui, des. ça, on va en reparler Becky, je quand suis on va sûre, en parler fait, de qu'ils l'EAPA. participent. Je suis pas sûre pour les Mohawks, probablement. C'est ça. On va en reparler quand on va parler de l'EAPA. J'avais un autre, en fait, commentaire très fort. En fait, deux commentaires qui sont des commentaires un peu de mesure. Il y a des métis qui sont apparus au Québec. De façon évidente, c'est pas des métis dans le même sens que quelqu'un qui se déclare métis au Manitoba. C'est pas un métis non plus dans le sens finalement de la loi de la loi de 82, parce que cette loi-là, ce qu'elle voulait prévoir, c'est de considérer parmi la population autochtone les gens du peuple métis, et que on sait que hors Manitoba, Saskatchewan, puis un peu l'Alberta, quand les gens se déclarent métis, c'est pas des gens d'origine du peuple métis, c'est des gens métissés en fait. Et donc, il y aurait lieu possiblement d'avoir trois catégories. OK? Quatre, parce que les Là, Premières Nations, on a tendance à les diviser entre inscrits et non inscrits aussi. Ils ont des caractéristiques très, très différentes. ben, c'est ça, mais pour tout de suite, la question du recensement et de l'APA, c'est êtes-vous membre d'un peuple autochtone? Lequel parmi les trois? Lequel, vous pensez que c'est lequel? C'est pas lequel, parce que les gens se déclarent de deux ou trois. Puis ça varie d'une enquête à l'autre. Mais aussi, dans le recensement long, quand ils se déclarent d'un ou des trois, on leur dit, pouf, vous sautez à êtes-vous un Indien inscrit, vous n'avez pas le droit de vous déclarer blanc non plus. Vous n'avez plus le droit de vous déclarer blanc là, ou noir ou whatever, parce que, et donc, si vous êtes métis, on vous fout dans la catégorie des Autochtones de façon exclusive. OK? Vous regarderez votre questionnaire de recensement, c'est assez intéressant. Donc, je vous soumets que la catégorie métis, peut-être que ce serait une bonne idée qu'éventuellement, il y ait une réflexion sur qu'est-ce qu'on est en train de mesurer. Si je peux répondre un peu à Oui. ça, il faut voir. Pour être devant la caméra, parce que c'est à ton tour de toute façon. Il faut voir un peu l'historique de toutes ces questions-là. Hein. Dans le passé, l'identité autochtone était avec l'identité ethnique. Et puis, à travers des négociations, c'est certain que pour certains groupes autochtones, ils trouvaient que la question devenait redondante. Vous m'avez déjà demandé d'où je venais, je suis autochtone, je viens d'ici, je ne viens pas d'ailleurs. Alors, l'ethnicité pour beaucoup d'Autochtones devient une question, je ne dirais pas nécessairement perturbante, mais qui a l'air non-sens pour eux. Alors, la décision a été prise que l'identité ethnique ou le patrimoine d'une personne était seulement posé d'une façon particulière. Plus, oui. Même la question souvent a été demandée si on devrait la poser du tout. Alors, les intervenants qui négocient le contenu du questionnaire long, le questionnaire court, on a beaucoup moins de latitude pour pouvoir jouer avec l'information, mais c'est certain que le questionnaire long vient à partir des consultations qui dit comment que l'information va être utilisée, puis quelle est la meilleure utilisation de l'information. Pour la définition de métis, c'est un mot qui a été approprié dans le temps pour désigner les personnes de race mixte. Le mot vient à peu près du 15e siècle, qui identifie ces personnes-là. On a dans le recensement beaucoup de personnes qui se considèrent d'origine mixte et qui se déclarent métis, mais qui viennent de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, parce que ce sont des langues qui sont aussi à base latine, et puis le mot métis veut dire ce mélange-là. Présentement, on ne fait pas d'effort pour séparer les groupes métis, mais il y a une séparation qui se fait géographiquement. Alors, quand quelqu'un veut faire cette analyse, il peut séparer les métis du Québec, de l'Atlantique et de l'Ouest, basés sur le lieu de résidence. C'est certain, si quelqu'un déménage puis garde son identité, ils vont l'emporter avec eux. Mais c'est quand même une question qui est autodéclarée, pas une question ou un statut qui est dérivé à partir de l'ascendance de la personne. Oui, mais
moi, ce que je vous soulève, c'est que la question telle qu'elle est posée en ce moment prête à confusion, y compris pour les gens qui répondent et pour les chercheurs qui travaillent sur les données, et qu'il y aurait peut-être lieu pour un prochain recensement de se poser la question qu'est-ce qu'on veut mesurer. C'est ça mon commentaire. La définition de métier, c'est déjà pas assez clair pour nous pour pouvoir faire cette distinction-là. Alors, on la laisse comme telle jusqu'à ce moment où on peut avoir une définition plus claire, si vous voulez. Puis je veux juste faire un dernier point. On présente souvent les questions d'éducation. J'ai été, et on prend cette catégorie qui est une catégorie de nous, en fait, qui est est-ce que la personne a terminé son secondaire 5? En travaillant sur les données autochtones, je me suis aperçue que si on regarde, par exemple, au Québec, toute la base Côte-Nord, dans les villages, toutes les écoles vont jusqu'à secondaire 4. Il n'y en a pas de secondaire 5, à moins que les gens veuillent aller en pension, comme pensionnaires à Lourdes-Blanc-Sablon. Et évidemment, c'est un peu dur d'avoir un secondaire 5 dans ces conditions-là. Et peut-être que quand on présente les données, on devrait aussi avoir la catégorie secondaire 4 pour déjà voir les gens qui terminent la scolarité auquel ils ont un accès. Oui, on avait le nombre d'années de scolarité, on l'a pu en 2011, hein? Je ne suis pas certain. Hein. Il y a Parce eu que, une 9e année puis 12e année, là. Mais... C'est ça. Alors, oui. Un moment, on va offrir l'occasion à nos collègues de l'Université Laval peut-être de poser des questions ou avoir des commentaires sur cette première partie de la présentation. Oui, bonjour. Pour le moment, présentement, on n'a pas de questions. Parfait, merci. N'hésitez pas à nous faire signe si vous en avez. Parfait. OK. Cindy a fait une très bonne job à vous présenter les données de l'ENM. Moi, je vais vous présenter la partie qui a rapport avec l'enquête auprès des peuples autochtones. Puis mon nom, moi, c'est André Cyr. Je suis chef responsable pour l'analyse et la diffusion. Alors, les deux présentations que vous avez vues aujourd'hui et les analyses qui sont derrière ces choses-là sont faites par mon équipe à Ottawa. Alors, c'est une équipe d'analystes qui sont dédiés. Et puis, les agents de liaison ont supplémenté ces informations-là avec des données régionales, puis utilisant leur propre expérience ici dans les régions pour pouvoir faire un peu de customizing, comme on dit en bon français, pour les régions où on fait des présentations durant ces tournées. Alors, l'enquête auprès des peuples autochtones, c'est une enquête nationale, et vous allez m'entendre souvent dire que c'est une enquête qui est faite auprès des Premières Nations vivant hors réserve, toujours des Premières Nations vivant hors réserve, les Métis et les Inuits au Canada. L'enquête fournit des données cruciales sur les conditions et les modes de vie des peuples autochtones de 6 ans et plus. Alors, on vise les personnes de 6 ans et plus dans cette enquête. Et complète d'autres sources de données telles que le recensement et l'ENM afin de faire un portrait plus complet de la population autochtone au Canada. Les données de l'EAPA ont été diffusées, ont été rendues publiques, c'est-à-dire le 25 novembre, cet automne, l'automne passé. Et en même temps, un rapport intitulé « Les expériences » au chapitre de l'éducation, de l'emploi, des Premières Nations vivant hors réserve, des Inuits et des Métis a été publié. Il présentait un certain nombre de premiers résultats de cette enquête-là. Alors, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est comment on peut utiliser ces données ici. Puis c'est quoi la différence entre ces données ici et les données de l'ENM. Je vais utiliser... Je suis allé de l'autre ici. Okay. Excusez-moi. Voilà. Alors, le contenu de la présentation aujourd'hui, je vais vous donner le contexte de l'EAPA. Je vais vous parler des premiers résultats qu'on a diffusés avec l'EAPA. J'essaie d'inclure quelques résultats du Québec en particulier qui ressemblent à ceux du national qui avaient été diffusés. Et je vais vous parler des analyses supplémentaires qui s'en viennent de mon équipe. Et je vais vous parler aussi de comment obtenir des données de cette enquête. Alors,
j'ai fait l'emphase, et je continue de faire l'emphase tout durant cette présentation, qu'on parle seulement des Premières Nations vivant hors réserve. C'est important parce que les conditions de vie, les situations et les résultats sur réserve risquent d'être très différents de ce que cette enquête va présenter sur le groupe des Premières Nations qui vivent hors réserve. Il y a le commanditaire de l'enquête, qui est Affaires autochtones Et du Nord, et du Nord. Canada. Oui, c'est Affaires autochtones et développement du Nord Canada, c'est ça. Et puis, c'est les commanditaires de l'enquête. Si vous voyez aussi, pour la première fois, le APA n'a pas la même date de référence que l'ENM. On dit 2012 et non 2011. Alors que dans le passé, l'enquête était de la même année que le 2B, recensement. le recensement. C'est en partie en cause des négociations de fondement qui a payé pour l'enquête. L'ENM, quand ça a été annoncé, nous a obligés de regrouper nos ressources et de se concentrer sur la question de comment on allait mener l'ENM dans les nouvelles conditions qui avaient été imposées par le gouvernement. Alors, les négociations pour le APA ont été suspendues pour un bout de temps afin de savoir comment on allait faire des enquêtes post-censitaires. Et le APA est une enquête post-censitaire. Maintenant que l'ENM n'est plus le recensement, est-ce que ça devient toujours une enquête post-censitaire? Alors, ça nous a pris un peu de temps pour pouvoir négocier et afin de cibler aussi le contenu de la nouvelle enquête auprès des peuples autochtones. Et si vous avez remarqué, c'est aussi un différent focus qu'on a fait pour cette enquête-ci comparativement aux autres enquêtes. Ça représente aussi le succès des anciennes enquêtes de l'EAPA, parce que tout d'un coup, maintenant, on voulait encore plus d'informations, et puisqu'on ne pouvait pas élargir le questionnaire de façon continue, on a sacrifié certains contenus cette fois-ci pour pouvoir cibler beaucoup plus sur l'éducation et l'emploi. L'idée, c'est que peut-être le prochain visera d'autres enjeux, mais on a tout de même gardé beaucoup d'informations sur la santé et d'autres caractéristiques toutes ces caractéristiques sont interreliées. Alors, le contexte de l'EAPA, j'ai déjà commencé à vous en parler. Ça fait un bon bout de temps que l'enquête existe. Ça a commencé en 1991. Et puis, alors que l'ENM, ou le 2B dans le passé, explique le quoi et le fait en détail géographique, l'EAPA tente à donner plus le pourquoi et les détails de savoir pourquoi une certaine situation existe. L'EAPA comporte des questions plus détaillées et porte des sujets qui ne sont pas inclus dans le recensement ou dans l'ENM, notamment la santé ainsi que les sujets intéressants particulièrement pour les Autochtones. Comme mentionné, les données sont disponibles pour les Premières Nations vivant hors réserve, les Métis et les Inuits. En 1991 et en 2001, certaines données étaient également recueillies sur réserve. Mais en 2006, et ce volet n'a pas suivi les Autochtones sur réserve. Les données sont fournies à l'échelle nationale pour l'ensemble des provinces et territoires et pour les 4 régions inuites que Cindy vous a parlé auparavant, le Nunavut, le Nunavik, le Nunavut et la région Inuvialuit du territoire du Nord-Ouest. Les provinces de l'Atlantique sont regroupées. L'échantillon est seulement représentatif à ce niveau-là. C'est certain qu'une fois l'analyse commencée, on peut trouver qu'il y a suffisamment de répondants dans certaines municipalités, certainement des grosses villes, souvent qu'on peut faire des estimations, mais le but de l'enquête, de la conception de cette enquête était pour ces niveaux de géographie. Le taux de réponse a été élevé pour tous les cycles. En 2012, le taux de réponse était à 76%. Les ententes de financement variaient d'un cycle à l'autre. Alors, en 2006 et en 2012, le APA a été financé par le ministère et organisme gouvernemental fédéral sous la direction de Affaires autochtones et Développement du Nord-Canada.
Lors des 3 premiers cycles de 91, 2001 et 2006, une approche générale avait été adoptée, c'est-à-dire de nombreuses questions sur un nombre différent de sujets, alors que ce cycle-ci, l'accent a été mis sur l'éducation et l'emploi. Il y a un supplément sur la santé. Cela dit, nous avons également des données sur la langue, la mobilité et les logements. Des renseignements sur l'enquête, y compris le questionnaire, sont disponibles sur le site Web. Alors, si vous voulez savoir les questions, souvent, c'est difficile d'expliquer comment une question est posée sur le bout de nos doigts parce qu'il y a beaucoup plus de questions à l'EAPA, à savoir comment c'est différent ou quelle information supplémentaire que ça rajoute de l'ENM. L'échantillon initial pour l'enquête était d'environ 51 000 personnes. Après avoir supprimé de l'échantillon les personnes du champ qui étaient hors champ, alors qui étaient environ 10 000 personnes. Alors, on avait ciblé à peu près 60 000 personnes. Comme dans toutes les enquêtes précédentes, on a toujours choisi un groupe de personnes qui avaient une ascendance autochtone, mais qui ne s'avaient pas déclaré autochtone lors du recensement, afin de voir si le statut changerait une fois arrivé à l'EAPA. Alors, de l'échantillon initial de 60 000, on en a retenu 51 000. On a obtenu un taux de réponse de 76 %, qui est assez bon pour les enquêtes volontaires à Statistique Canada présentement de nos jours. Les régions, excusez-moi. Je m'excuse. Oui. Si vous me permettez, l'échantillon pour le Québec serait d'environ combien? L'échantillon pour le Québec. J'avais sorti les chiffres, j'ai déjà oublié. Parce que quelqu'un m'avait demandé pour les territoires. Il est beaucoup plus élevé pour les territoires. Au Québec, l'échantillon est toujours visé pour avoir un coefficient de variation d'environ 20 %. Il fallait que j'aille le vérifier pour être certain. Je vais vous donner un chiffre si je ne suis pas confiant que je vous donne le bon chiffre. Je sais que pour le Québec, les strates ne visent pas les groupes autochtones séparément. Sauf pour le territoire qui est du Nunavik, qui fait partie du Nord. Alors, les autres ont un échantillon spécial. Alors, le Nord au complet, le Nunavut. Nunavik. Le Nunavik, oui, mais le Nunavut et les 4 territoires du Nunangat ont eu un échantillon spécial pour assurer une représentativité. Alors, cette partie du Québec a un échantillon spécial, mais le reste du Québec, je sais qu'il n'y avait pas d'échantillon spécifique pour les autres groupes autochtones séparément, alors que dans l'Ouest, il y a plus. Alors, de manière à obtenir des données à l'échelle nationale, pour l'ensemble des provinces, les groupes autochtones. Les estimations peuvent être produites séparément pour les 3 groupes autochtones, mais pour les Premières Nations vivant hors réserve seulement, alors on parle seulement on mentionne ce point, et on peut faire les Indiens inscrits et non inscrits. Mais comme je dis, au Québec, je pense que l'échantillon n'était pas garanti pour tous ces groupes-là. Le niveau de scolarité, on visait surtout les personnes de moins de 45 ans. Un objectif principal de l'enquête consistait à établir un profil statistique de ces personnes et des divers parcours qui suivent les Autochtones pour s'instruire. Un bon nombre de concepts d'éducation sont basés sur des modèles holistiques d'apprentissage tout au long de la vie, élaborés par le Conseil canadien sur l'apprentissage, le CCA, en 2009. Alors, si vous voyez, l'échantillon est très complexe pour cette enquête parce qu'on visait maintenant l'éducation et l'emploi, on a visé des groupes d'âge qui étaient plus pertinentes pour nous à ces groupes d'âge-là. La pondération à la fin reflète le portrait national de tous les groupes d'âge, mais c'est certain que la précision va varier non seulement par province, par groupe, mais aussi par niveau de scolarité et par âge. On peut également faire des analyses en fonction des groupes d'âge, du sexe, du revenu et du genre de ménage, malgré le fait que ça, c'est pas nécessairement fait partie du plan d'échantillonnage, mais l'échantillon est quand même assez grand pour pouvoir faire ces analyses. OK. Je pense que c'est ça que j'aurais dû vous montrer, c'est ça? J'étais en retard dans mes acétates? OK. Maintenant, on va parler du rapport qui en est sorti. Alors, le rapport, excuse-moi, c'est ça. L'EPA nous aide à comprendre le pourquoi des Premières Nations vivant hors réserve, les Inuits, les Métis, poursuivent des études ou abandonnent les études. Le rapport
qu'on a diffusé le 25 novembre 2013, qui s'appelait Expérience au chapitre de l'éducation et de l'emploi des Premières Nations vivant en réserve, les Inuits et des Métis, s'est concentré sur les Premières Nations vivant en réserve, les Métis et les Inuits, âgés de 18 à 44 ans. Le groupe d'âge le plus susceptible d'avoir des expériences scolaires récentes. De plus, le rapport présente des données à l'échelle nationale seulement. Cependant, des tableaux de données régionales pour les provinces et territoires et régions inuites sont aussi disponibles. Je ne me souviens plus si on a diffusé ces données-là ou ça s'en vient. On a des tableaux, on a des petits travailleurs à Ottawa qui sont en train de faire les tableaux pour pouvoir les diffuser. On avait espéré les diffuser plus tôt, mais la demande d'information était plus grande qu'attendue. Ça fait qu'on fait des requêtes du public et des gouvernements avant en même temps qu'on essaie de combler les besoins d'information générale qu'on s'avait prévus. Dans le rapport, les résultats pour les Premières Nations vivant en réserve, les Inuits et les Métis, sont présentés dans les chapitres séparés. Mais il n'y a pas de comparaison effectuée entre les groupes autochtones. Alors, si on regarde maintenant les parcours scolaires, qui était le but principal de l'analyse, ces groupes sont essentiels à la compréhension des expériences relatives à l'éducation, à l'emploi des Premières Nations vivant en réserve, les Inuits et les Métis. Puis, on définit deux groupes, essentiellement les finissants et les décrocheurs. Il faut bien comprendre qu'on parle pas nécessairement des personnes, mais on parle d'une conséquence. Alors, les personnes qui ont quitté l'école avant le secondaire, avoir eu un diplôme au secondaire versus les personnes qui ont complété un diplôme. Les finissants ont répondu aux exigences pour obtenir un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent, alors que les décrocheurs n'ont pas de diplôme d'études secondaires et ne fréquentent pas une école primaire ou secondaire au moment de l'enquête. Les personnes qui ont fréquenté l'école sans interruption jusqu'à l'obtention d'un diplôme d'études sont réputées avoir suivi un parcours scolaire, ce qu'on appelle direct. Alors que ceux qui ont soit quitté, revenu, ces choses-là, on dit qu'ils ont suivi un cheminement indirect. Ce rapport examine les expériences relatives à l'éducation et à l'emploi des personnes qui ont un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent, ce qu'on appelle les finissants, et ceux qui n'avaient pas terminé les études, les décrocheurs, et qui n'avaient pas d'école au moment de l'enquête. Certains finissants peuvent avoir poursuivi leurs études après l'école, comme dans une école de métier, un collège ou une université, et peut être donc détenteur d'un titre d'études de postsecondaire. De même, certains décrocheurs peuvent aussi avoir obtenu un titre d'études postsecondaires, même sans avoir terminé leur étude secondaire. Toujours deux choses en avant de moi, je clique le mauvais. Je vais donner ça pour pas que je le prenne. OK. Cette étape montre le pourcentage de chacun des groupes autochtones et dans la population non autochtone des personnes ayant au moins un diplôme d'études secondaires. L'enquête auprès des peuples autochtones de 2012 indique environ 7 personnes sur 10 chez les Premières Nations vivant hors réserve, environ 4 sur 10 chez les Inuits et presque 8 sur 10 chez les Métis âgés de 18 à 44 ans. Ces personnes avaient un diplôme secondaire ou l'équivalent. Par comparaison, l'enquête nationale auprès des ménages de 2011 nous a révélé que la proportion équivalente parmi les finissants de la population non autochtone était en taux de 89%. Alors, certains résultats que Cindy vous a montrés tantôt, vous allez voir reflétés dans cette enquête. C'est un bon signe parce qu'au moins, si l'information n'était pas concordante, on aurait eu des doutes qu'il y avait des billets de non-réponse, mais tout est beau. Ici, si on regarde au Québec, si on voit un peu, si on fait vite la comparaison, vous voyez que les chiffres sont très différents. On remarque en particulier que c'est pire pour les Inuits au Québec, alors qu'elle est meilleure pour les deux autres groupes autochtones. Alors, le décrochage ne veut pas dire nécessairement la fin des études. Pour plusieurs, le décrochage ne signifie pas obligatoirement que les personnes n'avaient pas des intérêts à vouloir poursuivre leurs études. En fait, parmi les finissants, 14% des Premières Nations vivant en réserve, 15% des Inuits et 9% des Métis
avaient quitté l'école au moins une fois avant d'y retourner pour obtenir un titre postsecondaire. La raison principale du retour aux études qui a été déclarée par les répondants, c'est qu'ils avaient ils étaient rendus compte de l'importance d'une éducation et voulaient obtenir un diplôme. La majorité des décrocheurs ont décroché seulement une fois. Cependant, 39% des décrocheurs des Premières Nations vivant en réserve, 34% des décrocheurs inuits et 32% des décrocheurs métis ont décroché plus qu'une fois. Oui. Quand vous dites avant de retourner pour obtenir un titre postsecondaire, ça veut dire qu'ils sont retournés, ils ont complété leur secondaire, puis ils ont continué par la suite? Oui, ça c'est les personnes... Oui, OK. c'est ça. Parce que les finissants, c'est ceux qui ont un diplôme. Donc ici, ils ne sont pas inclus ceux qui auraient obtenu leur diplôme secondaire, mais ils n'ont pas poursuivi leurs études. Parmi ceux-ci, c'est ceux qui ont fini leur diplôme et qui ont décroché à un moment ou un autre, mais qui ont retourné à l'école pour avoir le secondaire avant de continuer. Okay, les caractéristiques sont liées à l'achèvement des études secondaires. Lorsqu'on examine les facteurs de l'achèvement des études, chez les Premières Nations vivant en réserve, les Inuits et les Métis, un certain nombre de caractéristiques personnelles, familiales et scolaires émergent. En particulier, les caractéristiques personnelles qu'on a vues, c'était que, comparativement à ceux qui n'ayant et celles qui n'ayant pas terminé leurs études secondaires, un pourcentage plus élevé de finissants ont déclaré avoir des bonnes notes à l'école, à participer à des activités en dehors des heures d'école et à lire des livres pendant leurs études. Les caractéristiques scolaires qu'on avait remarquées, c'est que les finissants étaient également plus susceptibles que les décrocheurs de déclarer s'être sentis en sécurité et heureux à l'école et avoir reçu un soutien du personnel et dans leur dernière année scolaire. Pour ce qui est des caractéristiques familiales, des pourcentages plus élevés de finissants avaient un père ou une mère qui avait au moins un diplôme d'études secondaires. C'était une des caractéristiques les plus fortes qu'on avait remarquées. Il ne s'agit pas des causes ici, parce qu'on n'a pas fait une analyse factorielle, on n'a pas fait ce genre d'études, mais simplement, on regarde les proportions ici. Alors, c'est les facteurs associés à l'achèvement et des études. Alors, on vous encourage comme chercheur de voir quel facteur qui était le plus dominant et de peindre un portrait beaucoup plus détaillé que ce qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, ces résultats, d'ailleurs, sont pas surprenants. C'est ce qu'on remarque dans la population générale aussi. Maintenant, les caractéristiques qui sont liées à l'abandon des études secondaires. Alors, pour les Premières Nations vivant en réserve, le fait de changer souvent d'école pendant les premières années d'école, à partir de la prématernelle jusqu'à la 6e année, et les années scolaires ultérieures, c'est-à-dire de la 7e année jusqu'à la 12e année, était une caractéristique associée au fait de ne pas terminer les études secondaires. Fréquemment, on entend 3 fois ou plus pendant leurs premières années d'école, 3 fois ou plus pendant les années d'école ultérieures. En d'autres mots, on remarque ici, vous allez remarquer quand vous allez analyser les données, que un de ces facteurs-là qui est difficile à analyser et qui n'a pas fait, le rapport, c'est les personnes qui ont commencé l'école sur une réserve, mais qui sont maintenant hors réserve. Alors, et on va plus tendance à être décrocheurs. Mais est-ce que c'est la caractéristique de mobilité qui est importante ou le fait d'avoir commencé sur réserve? N'ayant pas le groupe de contrôle sur réserve, c'est difficile à faire, mais c'est certain, c'est une piste qu'on veut poursuivre dans le futur. Pour les métis, le fait de changer d'école fréquemment pendant les premières années d'école, la prématernelle jusqu'à la 6e, était la seule qui est sortie plus en évidence. Pour les Inuits, le fait de changer d'école fréquemment était en fait une caractéristique associée aux finissants et non aux décrocheurs. Probablement à cause de la structure du système scolaire dans l'Inuit Nunangat, la progression scolaire normale qu'ils ont dans ce coin-là. Alors, probablement que c'est anticipé d'être obligé de changer d'école plus souvent. D'autres facteurs individuels étaient l'absentéisme, le fait d'arriver fréquemment en retard, ces choses-là qu'on voyait qui étaient associées avec le décrochage.
En revanche, le fait d'avoir vu un ou plusieurs de leurs frères ou sœurs abandonner l'école était un des facteurs associés à l'abandon des études parmi les décrocheurs. Encore une fois, il ne s'agit pas des causes, mais plutôt des facteurs associés avec l'événement de décrocher l'école. Les raisons pour lesquelles les personnes n'ont pas terminé leurs études secondaires. Alors, dans le APA de 2012, on avait aussi demandé aux décrocheurs quelles étaient les raisons principales pour leur abandon. Les hommes et les femmes ont déclaré des raisons différentes. Chez les hommes, n'ayant pas terminé les études secondaires, le motif de décrochage invoqué comprenait notamment le désir de travailler, les problèmes d'argent, les difficultés à l'école et le manque d'intérêt. Parmi les femmes, le quart des femmes chez les Premières Nations vivant hors réserve et chez les Métis n'ayant pas terminé leurs études les études secondaires ont déclaré avoir abandonné à cause d'une grossesse, la responsabilité d'un enfant. Alors, le pourcentage correspondant chez les Inuits était 38%, beaucoup plus élevé. Alors, je pense à ta question que tu as posée tantôt. Je pense ici qu'on parle de personnes qui, malgré le fait qu'ils ont décroché, ils ont quand même poursuivi leurs études. Si on examine le parcours scolaire des finissants ou des décrocheurs après des études secondaires, on constate qu'un certain nombre de décrocheurs obtiennent des titres d'études postsecondaires pareils. L'enquête auprès des peuples autochtones de 2012 indique tout d'abord que 43% des Premières Nations vivant en réserve, 26% des Inuits et 47% des Métis, âgés de 18 ans à 44, détenaient un titre d'études postsecondaires, certificat, diplôme ou grade au-delà du niveau secondaire. Le pourcentage correspondant chez les non-autochtones en 2011 était de 64%, d'après l'enquête nationale auprès du ménage. En général, les finissants du secondaire étaient plus susceptibles d'avoir complété des études postsecondaires, qui est normal. Néanmoins, 16% des décrocheurs chez les Premières Nations vivant en réserve, 12% chez les Inuits et 16% chez les Métis avaient poursuivi leurs études et obtenu un certificat, diplôme ou grade de niveau postsecondaire. Malheureusement, cette information, on ne l'a pas pour la population non autochtone, parce que ce sont les questions qui sont supplémentaires sur le APA, alors que on peut voir les taux de succès de chacun des groupes. Dans l'ENM, on ne voit pas les personnes qui ont décroché à un certain point puis retourné pour faire leurs études. Au Québec, si on fait le même tableau, ça, c'est Canada, Québec. Alors, si on voit les chiffres, il n'y a pas une grande différence entre les deux groupes. On voit une amélioration, surtout pour les décrocheurs au Québec. Maintenant, les décrocheurs ont achevé des programmes. Oh, ça n'a pas changé. On a observé que les finissants et les décrocheurs ne complétaient pas les divers genres de programmes d'études postsecondaires dans les mêmes proportions. En exemple, les programmes d'études plus courts, tels qu'esthéticienne, barman, assistant chef cuisinier, coordinateur de services aux victimes, travailleurs de support aux personnes qui ont une invalidité, sont des exemples de programmes qui sont plus communs. Les finissants, examinons maintenant les situations du marché du travail pour les finissants et les décrocheurs. Alors ici, ça devient un peu intéressant, puis on va retomber sur les résultats que Cindy a présentés auparavant. Les finissants de 18 à 44 ans ayant terminé leurs études secondaires avaient plus de chances d'occuper un emploi que les décrocheurs. Chez les Premières Nations vivant hors réserve, le pourcentage ayant un emploi était de 72%, pour les finissants contre 47% pour les décrocheurs. Le pourcentage correspondant était de 71% contre 44% pour les Inuits et 80% contre 61% pour les Métis. Ceci est également vrai dans la population non autochtone. On voit ici que c'est 79 descendants qui passent à 64%.
Parmi les finissants, les proportions d'hommes ou de femmes occupant un emploi étaient à peu près semblables. C'est aussi le cas chez les décrocheurs inuits. Tel n'était pas le cas chez les Premières Nations vivant hors réserve et les Métis, où les hommes décrocheurs étaient plus susceptibles d'occuper un emploi que les femmes décrocheurs ou décrocheuses de ces deux groupes. Maintenant, si on regarde pour les raisons du chômage. Ah non, je vous montre avant les chiffres du Québec. Alors ici, je pense qu'on voit, au Québec, on remarque que les décrocheurs ainsi que les finissants semblent être en meilleure position qu'au Canada en général. Puis même si on remarque, pour les décrocheurs métis, on voit qu'ils ont plus de chances d'emploi que même la population non autochtone. À 66 comparativement à 63%. Maintenant, les raisons pour le chômage. À ceux qui étaient en chômage, le APA a demandé quelle était la raison principale pour ne pas avoir un emploi ou ne pas pouvoir trouver un emploi. Les Premières Nations vivant hors réserve, les Inuits et les Métis âgés de 18 à 44 ans encore, qui étaient en chômage, ont couramment évoqué la pénurie d'emploi, le manque de scolarité ou de formation et le manque d'expérience de travail pour justifier le fait de ne pas avoir été en mesure de trouver un emploi. Parmi les autres raisons mentionnées, les Premières Nations vivant hors réserve ont signalé n'avoir aucun moyen de transport. Les Inuits ont fait état de ne pas savoir où chercher pour un emploi et les Métis de ne pas avoir ne pas savoir quel genre de travail chercher. Les conséquences de ça, on le voit souvent dans le revenu gagné par les personnes qui travaillent. Il y avait des différences de revenus d'emploi, le revenu médian des finissants et des décrocheurs. Alors, sur le plan du revenu, parmi les Premières Nations vivant en réserve et les Métis, on voit que la fourchette des revenus d'emploi est environ 10 000 $ de différence. Pour les Inuits, ça saute à 20 000 des fourchettes de différence. Et c'est ce que Cindy avait rapporté auparavant, c'est qu'avoir un diplôme pour les Inuits fait un gros écart dans le genre de salaire qu'ils vont pouvoir gagner, qu'ils vont pouvoir toucher. Une autre question posée dans le APA était la question des aspirations scolaires. Alors, l'idée de poursuivre ses études. Chez les adultes âgés de 18 à 44 ans, qui occupent un emploi ou soit en chômage, environ 6 personnes sur 10 des Premières Nations vivant en réserve, c'est-à-dire 65%, 55% des Inuits et 59% des Métis, planifiaient de retourner aux études ou de poursuivre une formation supplémentaire. Parmi les Premières Nations vivant en réserve, les décrocheurs étaient plus susceptibles que les finissants de déclarer avoir un projet de vouloir poursuivre les études, tandis que les pourcentages enregistrés chez les finissants et les décrocheurs ne différaient pas beaucoup pour les Métis et les Inuits. Comme on pouvait s'attendre, le groupe de 18 à 24 ans avait plus de plans, était plus susceptible d'envisager des études supplémentaires que le groupe de 25 à 44. Oui. J'ai la misère à comprendre, là. On dit que 65% des Premières Nations vivant hors réserve de 18 à 44 ans, qu'ils aient ou non un emploi. On a regardé, ouais, de toute la population, qu'il y ait un emploi ou pas. La population qui dit ou non un diplôme, il y en a les 2 tiers qui disent qu'ils veulent retourner aux études ou suivre une formation complémentaire. Il me semble que c'est élevé. C'est élevé, oui, effectivement. C'est une question comparée entre les non-autochtones? Non. Okay. C'est l'intention. C'est ça, c'est l'intention. Alors, j'ai l'impression que le message que j'en ressors, moi, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience de l'importance de l'éducation. Et puis, certainement pour les personnes, comme on voit chez les Premières Nations, les décrocheurs étaient plus susceptibles de vouloir faire un plan de poursuivre des études supplémentaires de ce qu'ils ont présentement. Peut-être que les décrocheurs, c'est plus. On est déjà à 65% sur l'ensemble de la population. Oui. Les décrocheurs, c'est quoi? Ça
Il fallait que j'aille voir, mais c'était notamment plus marqué. OK. Maintenant, on va parler des autres diffusions qui s'en viennent. Ça c'est à peu près ce que, en général, les trouvailles qu'on avait faites dans notre rapport, qu'on a présenté. Il y avait beaucoup d'informations qu'on n'a pas diffusées parce que ça soulevait justement des questions comme qui étaient soulevées maintenant. C'est pourquoi c'est tellement élevé. Et on a décidé que certains de ces éléments-là méritaient une analyse plus approfondie. Alors, on a des diffusions. La diffusion du 25 novembre, bien sûr, a ciblé ces analyses que vous voyez là. Alors, on a eu un article dans le quotidien, qui est le principal mode de communication utilisé à Statistique Canada, et le rapport plus long que je vous ai parlé auparavant. En plus de ces produits, des tableaux personnalisés peuvent être obtenus gratuitement sur demande. Au cours de l'hiver de 2014, on publiera sur le site web de Statistique Canada un document expliquant les concepts et les méthodes. Alors, c'est là que vous pourrez voir la taille d'échantillon pour le Québec. Et il sera disponible au Centre de données de recherche de Statistique Canada. Et en plus, les analyses plus approfondies seront faites et mèneront à des publications plus tard en 2014. Alors, présentement, on a 3 analyses préparées qui sont en préparation. Une pour les Inuits sur la santé, une sur les Métis et l'emploi, et un sur les Premières Nations vivant en réserve sur l'éducation, mais l'éducation des jeunes personnes. Finalement, d'autres tableaux de données seront mis sur le site web de Statistique Canada, dans CanSim en particulier, le principal véhicule de diffusion de tableaux à Statistique Canada, et un fichier de microdonnées à grande diffusion sera aussi disponible beaucoup plus tard dans l'année. D'accord, je vous mets les coordonnées ici. Cindy s'y trouve encore. On dépend beaucoup de Cindy pour nous aider à donner de meilleurs conseils aux utilisateurs de données. Si vous avez des questions, aussi bien à Québec qu'ici dans la salle, je suis prêt à vous aider, oui. Il y a des questions? Oui, il y en a une ici. Merci. Je me demandais, est-ce que vous avez... C'est branché. Est-ce que vous avez fait des comparaisons au niveau de la catégorie métisse entre ces 2 enquêtes alors? Parce que ça m'interpelle vraiment, cette confusion par rapport à ce que vous disiez au niveau de l'enquête nationale auprès des ménages, que des métis peuvent être sud-américains ou africains, parce que c'est un langage où dès qu'on est une combinaison de 2 origines, on est métis. Ouais. Donc ça m'interpelle sur ce groupe. Et donc, est-ce qu'il y a la possibilité de comparer la représentation? Il y a la possibilité de comparer. D'ailleurs, on fait une comparaison chaque fois qu'on fait l'enquête auprès des peuples autochtones. On utilise l'information justement pour cerner un peu nos concepts et définitions pour le prochain cycle. En 2011, la question d'identité autochtone a été modifiée de façon... Moi, j'ai trouvé que c'était significatif, qui a mené à des changements dans la dynamique de comment les personnes se rapportaient à l'enquête. Alors, on voit une population qui dépasse la croissance naturelle dans les peuples autochtones. On le voit depuis un bon nombre d'années. En 2006, on a vu une augmentation très marquée chez les Métis. Cette fois-ci, on a marqué une augmentation très élevée chez les Premières Nations non inscrits. J'ai des chiffres qui montrent les distributions et l'augmentation parmi tous les groupes et certains déclins dans certains groupes aussi. Qui fait qu'on croit qu'on s'en va dans la bonne direction afin de cibler mieux ce que les personnes peuvent s'identifier comme personnes autochtones. La question que tu me poses, c'est elle est biaisée parce que l'échantillon de l'EAPA vient de l'ENM. Alors, le nettoyage qui a été fait à partir de l'ENM est reflété déjà dans l'autre enquête. En d'autres mots, les personnes qui venaient de l'Inde et qui se déclaraient comme Indiens de l'Amérique du Nord parce qu'ils pensaient que Indien avec statut, c'était Indien avec un certificat d'immigration, ont été enlevés. Alors, ces personnes ont été déjà nettoyées de la base avant que l'EAPA ait mené.
Alors, les personnes qui ont donné, qui sont nées au Nicaragua, au Mexique, puis qui se déclaraient comme métis, ont aussi été enlevées. Alors, ce qu'on a ciblé vraiment dans l'identité, c'est vraiment des personnes qui s'avaient déjà identifiées ou des personnes qui ont donné une ascendance autochtone, mais qui ne savaient pas déclarer. Ce sont les deux seuls groupes qui ont fait partie de notre échantillon. Alors là, oui, on voit des divergences, des personnes qui ont changé d'identité, qui ont été à une identité multiple, à une identité unique, et ainsi de suite, et ce genre de choses-là. La grande majorité ont reporté la même information, par exemple. Je vais offrir la possibilité à nos collègues de l'Université Laval de poser des questions, d'intervenir. Deux petites questions. À la CETAT 5, si vous revenez, vous avez dit qu'on est passé d'un échantillon de 60 000 à un échantillon de 51 000. Puis j'ai pas compris sur quelle base cette restriction s'était produite. J'ai juste pas compris votre... Effectivement, comme j'ai dit tantôt, on a pris des personnes qui avaient une ascendance autochtone, mais qui ne savaient pas déclarer comme autochtones durant l'enquête. Et puis, on a reposé la question à ces personnes durant le APA. Et s'ils ne déclaraient pas encore comme autochtones, ils devenaient exclus. C'est pas le cas en 2006. Oui, toujours le cas. Il y a toujours une partie de l'échantillon qui vise à avoir une population plus large que celle identifiée au recensement. Il y a aussi une partie qui est très légère et qui est due à la mobilité des personnes qui ont été choisies. On choisit des individus et non des ménages. Alors, la plupart du temps, si une personne se dit « j'étais autochtone à l'ENM », puis on arrive à l'EAPA, puis je dis « non, je ne suis pas autochtone », on ne les met pas dans l'enquête. Malgré le fait qu'ils peuvent savoir. Il y en a il y a à peu près, je pense, 7% de l'échantillon qui se déclarait non autochtone au recensement, qui se déclare autochtone à l'EAPA. Et aussi l'inverse. Oui, à peu près l'inverse aussi. Oui. Alors, ces personnes-là, une fois qu'une personne ne se déclare pas autochtone à l'EAPA, il devient hors cible. Alors, c'est là la réduction. Mais vous dites qu'il devient hors cible, mais nous, on les a dans l'enquête EAPA 2006. Il y en a qui vont être là. Ceux qui ont converti de non autochtone à autochtone, ils sont là. Mais les personnes qui étaient autochtones à l'ENM, mais qui se déclarent non autochtones à l'EAPA, vous ne les avez pas. Oui. Ils sont là? Ils ont gardé dans l'enquête. Ça se peut qu'ils vont les garder dans l'enquête, ils sont dans la base d'échantillonnage. Alors, ça dépend si vous prenez la base analytique. Ces personnes-là n'auraient pas de poids à la fin. Non. Il y a un poids de design, qu'on s'appelle le poids à dessin, qui représente l'échantillon initial, mais le poids final de calibration qui corrige pour la non-réponse et ces choses-là ne ferait pas partie de cet exercice-là. On n'a pas cette information-là pour 2006, là, nulle part. Non. Ordinairement, ces personnes-là sont exclues de la base analytique. Ils ne sont pas exclus. Non, ils peuvent être dans la base échantillonnale, mais ils peuvent être exclus de la base analytique. Qu'est-ce que vous appelez la base analytique? C'est la population auquel on a posé toutes les questions. Mais non, ils sont là. Vous dites que les personnes qui étaient non autochtones se trouvent dans la base de l'EAPA? Oui, c'est le poids de dessin. C'est le poids d'échantillonnage, essentiellement. Les gens qui... donc, on dit la population pour déterminer la population de départ pour déterminer si on leur pose le APA. C'est l'ensemble des personnes qui ont déclaré à un moment donné ou à un autre être autochtones. C'est soit dans l'ascendance, soit dans l'identité, soit dans le fait d'être indien inscrit, soit dans le fait d'être membre d'une bande. On est conscient qu'on peut être membre d'une bande sans être indien du tout. On peut être un blanc marié avec un indien, bon, etc. Identité autochtone. Okay? Et puis là, nous, on a fait pairer donc le recensement avec le APA, les informations du recensement avec les informations de l'APA, et on a une catégorie de monde, je ne me rappelle pas c'est quoi la proportion, en tout cas on a une proportion assez importante de gens qui se déclarent soit indiens, soit métis, c'est surtout ces deux catégories-là, là,
dans le recensement, mais non indiens, non métis dans le APA. Est-ce qu'ils déclarent qu'ils font partie d'une bande indienne ou qui ont un statut? Parce que si on ces deux choses-là, on les inclut, même s'ils ne se déclarent pas comme... Parce qu'il y a deux questions. Il y a la question d'identité déclarée par la question. Et en tout cas pour les questions. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'on leur a demandé s'ils étaient indiens inscrits, s'ils étaient... Oui, il faut demander ça pour déterminer s'ils sont en cible ou hors cible. Mais vous me dites que dans le fond, si quelqu'un a dit je suis indien dans le recensement, je ne suis pas indien dans le APA. Il ne fait pas partie d'une bande indienne, puis il ne fait pas partie, il n'y a pas un statut indien. Il a été exclu. Il devrait être exclu parce qu'on pose seulement les questions aux Autochtones. Et puis, mais s'il a déclaré être d'ascendance autochtone, puis être non autochtone dans le APA, non indien inscrit, vous l'avez pas exclu aussi. Donc, autrement dit, dans mes gens qui ont dit oui, je suis un Indien dans le recensement, puis qui ont dit non, je ne suis pas un Indien dans le APA, je devrais avoir uniquement des gens qui disent qu'ils sont Indiens inscrits. À la fin, oui. Dans le APA, c'est une enquête auprès des peuples autochtones, ce n'est pas une enquête auprès de la population non autochtone. Alors, le calage, la pondération a été faite pour les personnes autochtones. On ne fait pas de calage pour les personnes non autochtones, ils sont hors cible pour notre enquête. Alors, oui, ils font partie de l'échantillon initial. On suréchantillonne des personnes qui ont été mal identifiées durant le recensement ou le NEM. Mais une bonne partie de ces personnes-là nous confirment qu'effectivement, malgré leur ascendance autochtone, ils ne se considèrent pas autochtones et on les met hors cible. Écoutez, on va regarder dans la base de données, ça peut expliquer des choses. Vous savez que, vous savez peut-être pas, mais en tout cas, avec la pondération qu'il y a, par exemple, au Québec, dans le APA, il y a 40% plus d'Indiens inscrits, pondérés, que dans le recensement. Bien, ça se peut à cause il y a 40% de plus? 40% de plus. Inscrits. Pas 5%, là, 40%. J'aurais cru l'inverse, étant donné qu'on exclut les réserves. Mais ça, c'est en 2006? Oui. Oui, mais à la surface, ça a l'air incohérent d'avoir aussi en plus, parce que ça veut dire que le calage n'était pas bien fait. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ces incohérences, on a beaucoup de plaisir. Ma deuxième question, on pourrait en parler longtemps, donc je vais c'était juste une petite question là, au départ, mais ça m'a permis de clarifier des choses à vérifier dans la base de données de l'APA et peut-être que donc votre adresse email c'est andré.c@, exact. La deuxième question, c'était simplement est-ce qu'il y a eu en 2006 un EAPA sur les réserves? Est-ce qu'il y en a? Il va y en avoir un en 2012? En 2012? Est-ce qu'on va y avoir accès? C'est pas dans notre contrôle. On sait que le groupe responsable pour la collecte des données, qui est le CGIPN, qui est le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations, c'est eux qui sont mandatés par Affaires autochtones pour mener l'enquête sur réserve. Je sais qu'ils prévoient présentement avoir un centre de données de recherche dont les personnes peuvent faire application pour aller faire de la recherche, mais ça va être sous leur contrôle et c'est eux qui vont déterminer qui va avoir l'approbation et qui ne l'aura pas. Mais on s'entend que c'est StatCan, c'est un contrat de StatCan, donc non, on devrait... StatCan n'est pas impliqué. On est impliqué seulement, on les a aidés à la conception de locationnaire, on les a aidés avec leur échantillonnage, on les a donné de l'expertise, on les a envoyé des personnes pour expliquer pourquoi les concepts étaient demandés d'une certaine façon, parce qu'ils ont fait une consultation eux autres aussi, puis ils ont voulu changer des questions et des concepts. Puis on a essayé de les convaincre de la raison pourquoi certains concepts ne devraient pas varier, que c'était mieux d'ajouter du contenu que de modifier du contenu. En d'autres mots, si la question, justement, comme l'état de votre maison n'était pas assez détaillé pour eux. OK? Alors, s'ils posent une question comme ça, au lieu de changer la question, on dit posez la question et demandez des questions supplémentaires pour avoir au moins des choses comparables. Mais, à la fin, le contrôle de cette enquête se trouve avec cet organisme et
c'est eux qui ont mené l'enquête, c'est eux qui vont faire la pondération, c'est eux qui vont tout faire à la fin. Et c'est pas, ça va se faire dans le courant. C'est fait. C'est déjà sur le terrain, c'est commencé. C'est pas fini, la collecte n'est pas finie encore. Puis, je ne sais pas combien de temps qu'ils ont prévu pour le nettoyage des données et puis la pondération, toutes les autres opérations d'enquête qui suivent. Où sont-ils basés? Le CG? À Ottawa, oui. Vous pouvez nous redire le nom du CG? Okay. L'acronyme, parce que je connais plus en anglais, c'est FINCI en anglais, parce que ça se dit mieux, mais en anglais, en français, c'est le CGIPN, Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations. Et c'est le principe que vous avez probablement entendu du OCAP, le Ownership Control. Ownership Control. Accountability? Protection, Something like that. Yeah. Je me suis OCAP en anglais. Peut-être que je l'ai écrit ici en français, parce que évidemment, je l'ai traduit tout, là. Non, je l'ai probablement dans mes... j'ai un petit livret qui a tous mes détails, là, quand je faisais des entrevues avec les médias, là. J'ai tous ces acronymes-là pour vous, là. Mais aujourd'hui, je savais que je parlais à des chercheurs. J'ai pensé ces choses-là, je peux vous les donner au fur et à mesure, si vous en avez besoin. Vous pouvez toujours me contacter. D'autres questions, d'autres commentaires? Je vous remercier pour une très bonne présentation qui soulève effectivement beaucoup de questions et beaucoup d'intérêt. Merci.